Bienvenue dans cette capsule sur un sujet qui personnellement me passionne et un sujet qui est cependant mal connu, notamment au travers de ses impacts par la plupart des gens. Ce sujet, vous l'avez compris, c'est le sujet de notre hydratation. Quand on parle d'hydratation, pour la plupart, les gens me disent « mais moi ça va, je suis bien hydraté, je bois 1,5 litre d'eau par jour, donc à peu près ». Mais ça se limite à ça, en fait, c'est « je suis bien hydraté parce que je bois 1,5 litre d'eau par jour », sans chercher à comprendre ou à aller plus loin en matière de mécanismes de fonctionnement qui sont liés à cette hydratation. Et c'est ce vers quoi j'aimerais vous amener au travers de cette capsule sur ce besoin fondamental absolument extraordinaire qui est notre hydratation. Notre hydratation, d'abord, il faut savoir que nous sommes des êtres hydriques. Nous étions dans le ventre de notre maman, à l'état embryonnaire, composé majoritairement d'eau, c'est-à-dire 90% d'eau physiologique. Et puis ensuite, nous sommes nés, nous avons grandi, nous sommes devenus adolescents, et là, à ce moment-là, nous étions composés approximativement de 70% d'eau physiologique, un petit peu comme la composition de la planète. Et puis en vieillissant, quand on avance en âge, vers à peu près 50-60 ans, là on commence à descendre encore un peu plus et on se retrouve en fin de vie entre 55 et 60% d'eau physiologique qui nous compose. Et vous allez voir que cette eau physiologique, elle a des impacts méconnus en fonction de comment on la gère, mais surtout vous allez comprendre qu'on peut finir à 60, 70, 80, 90 ans avec toujours une grande majeure partie d'eau physiologique. C'est-à-dire on n'est pas condamné à descendre à 50-55% ou maximum 60% d'eau physiologique. Et vous allez voir que ça change tout quasiment dans la vision que l'on a de notre vie. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que nous sommes composés d'eau physiologique, mais nous sommes aussi composés d'une eau qui est une eau moléculaire dont je parlerai plus tard dans la capsule. Cette eau moléculaire, en fait, vous allez comprendre que nous sommes beaucoup plus que 60 ou 70% d'eau physiologique. Nous sommes principalement de l'eau moléculaire, mais nous y reviendrons un petit peu plus tard. Pour revenir sur cette eau physiologique, on va tout de suite prendre conscience de certains mécanismes concernant cette eau. Regardez tout d'abord le schéma à côté de moi. Vous voyez donc deux vertèbres vues de profil. Les vertèbres, ça a 3 points d'appui. Un point d'appui antérieur et 2 points d'appui postérieurs sur les articulaires postérieurs. Un point d'appui antérieur sur le corps de la vertèbre et 2 points d'appui derrière sur ce qu'on appelle les articulaires postérieurs. C'est une espèce de trépied et c'est ce trépied qui fait que nous sommes debout, que nous sommes des bipèdes, certainement la seule espèce bipède sur la planète. Si nous n'avions pas ce trépied, nous serions comme bon nombre de mammifères ou d'animaux, soit rampants, soit à 4 pattes. C'est justement ce trépied qui nous permet d'être debout. Sauf que vous le voyez sur le schéma, entre les deux corps vertébraux, il y a un vide. Qu'y a-t-il entre ce vide? Tout simplement, il y a notre disque intervertébral. Ce disque intervertébral qui va venir compenser les pressions, qui va adapter les pressions et tous les chocs qu'il va y avoir au niveau de notre corps et qui va venir les absorber. Ce disque, il est composé de 2 parties. Une première partie qui est la partie périphérique, qui est l'anneau. Cet anneau, c'est 20% de fibres et 80% d'eau. Ce n'est quasiment que de l'eau. Par contre, entre ces fibres et entre cet anneau, au milieu, au centre de cet anneau, il y a ce qu'on appelle le noyau. Le noyau du disque qui est composé à lui tout seul à 99,9% d'eau, ce n'est quasiment que de l'eau. D'ailleurs, le noyau, on l'appelle dans son terme anatomique latin, le nucleus pulposus, c'est-à-dire le noyau pulpeux, alors que l'anneau qui est autour, on l'appelle l'annulus fibrosus, c'est-à-dire l'anneau fibreux. Donc vous l'avez compris, ce disque intervertébral est composé majoritairement d'eau, en moyenne 90% d'eau. Et cette eau
qui compose ce disque, elle a, elle a un rôle et elle a une fonction physique, mécanique très particulière. C'est-à-dire qu'elle a une particularité mécanique, c'est la raison pour laquelle on l'utilise en mécanique des fluides, on fait des circuits des amortisseurs hydroélectriques, on fait des matelas à eau, tout simplement parce que cette eau, elle a une particularité, c'est que cette eau, elle est incompressible. Si je remplis une bouteille en verre d'eau à ras-bord et que j'essaye de faire entrer un bouchon dans la bouteille, le bouchon ne peut pas rentrer. Le seul moyen pour que le bouchon rentre, c'est que de l'eau sorte. Sinon, le bouchon ne rentre pas. Pourquoi ? Parce que cette eau est incompressible. C'est justement cette incompressibilité qui fait que je pèse 50 kg, 100 kg ou 200 kg comme les sumotori au Japon, mes vertèbres ne doivent normalement jamais se rapprocher parce que justement cette eau est incompressible. On ne peut pas. Or, vous le savez, on passe notre temps à perdre notre eau. Au travers de quoi ? Au travers de nos urines. On fait pipi. Et puis on salive. Et puis on a la transpiration. Puis on a le système lacrymal qui irrigue l'œil. Et puis on a la perspiration, c'est-à-dire l'hydratation de la peau. Et puis la respiration avec la vapeur d'eau qui sort. Et au travers de toutes ces voies, on passe notre vie en fait à perdre en moyenne, je dis bien en moyenne, 1,5 litre d'eau par jour. Ça veut dire qu'on passe notre temps à éliminer cette eau. Si je n'apporte pas 1,5 litre d'eau par jour à mon corps, que va-t-il se passer ? Je vais donc me déshydrater. Vous le savez très bien et vous l'avez très bien compris. Cependant, si je me déshydrate, quels sont les éléments de mon corps qui vont en pâtir ? Tout simplement mes organes vitaux. Pourquoi ? Parce que nous avons des organes vitaux tels que le cœur, le cerveau, les poumons et bien d'autres encore. Et ces organes vitaux doivent être sans arrêt hydratés. Si je n'apporte pas 1,5 litre d'eau par jour à mon corps au travers de son hydratation, que va faire mon corps pour aller préserver ces organes vitaux ? Il va aller tout simplement puiser dans les réserves. Et il va aller chercher l'eau, là où il y en a, pour l'amener à ses organes vitaux. Et où est-ce qu'il y en a majoritairement déjà à presque 30 étages différents au niveau de mes disques intervertébraux et notamment au travers de mon nucleus pulposus. Et cette eau qui est dans le noyau pulpeux va commencer à migrer pour aller alimenter mes organes vitaux. C'est un process naturel, physiologique. Ça va venir alimenter mes organes vitaux. Le problème, c'est que si cette eau, elle quitte mon nucleus pulposus pour alimenter mes organes vitaux, mon nucleus pulposus ne va être plus du tout pulposus du tout, c'est-à-dire qu'il va commencer à se ramollir. Et en se ramollissant, qu'est-ce qui va se passer ? Il va donc perdre son incompressibilité, et en perdant son incompressibilité, que va-t-il se passer ? Mes vertèbres vont commencer à se rapprocher, je rentre dans un process de tassement discal, de pincement discal, de discopathie. Dans notre tête, en tant qu'occidentaux, pour bon nombre d'entre nous, les discopathies sont dues au poids que l'on porte, aux postures que l'on a, aux gestes que l'on fait. D'ailleurs, quand quelqu'un se fait une discopathie, les préconisations en médecine du travail sont de moins porter de poids. Mais on oublie une chose, c'est que une très grande partie de nos discopathies, j'oserais même avancer jusqu'à 90% de nos discopathies, sont du fait d'une déshydratation. Pourquoi vous dis-je cela ? Tout simplement parce que il y a 95% de la population en Occident qui souffre de discopathie. Ces discopathies sont devenues tellement normales, tellement naturelles, qu'on les appelle des discopathies fonctionnelles. Je pense notamment à une discopathie très classique, très fréquente, qui est une discopathie, un tassement discal au niveau de C5, C6. Et dans l'enseignement médical ou paramédical, on nous enseigne que ces discopathies sont des discopathies fonctionnelles. Pourquoi ? Parce que tout simplement liées à la grande mobilité du rachis cervical. Et donc, de fait, il est normal d'avoir une discopathie à cet endroit-là. Oui, sauf que quand on va dans des pays africains, quand on va dans des pays asiatiques, c'est des gens qui travaillent dans les rizières, qui travaillent dans les champs en Afrique, qui ensuite vont porter sur la tête, pour les femmes en Afrique, 80 kilos sur la tête pour aller livrer la récolte au village d'à côté avec le bébé accroché dans le dos, ou alors en Asie avec les barres sur la tête comme ça et 50 kilos ou 60 kilos d'eau
pour aller amener au champ ou amener au village? Quand on passe des examens cliniques à ces gens et radiologiques à ces gens, on observe qu'ils n'ont absolument aucune discopathie. Pas de discopathie cervicale. Pourtant, ils bougent la tête comme nous. Et cependant, ils n'ont pas de discopathie, vous allez comprendre pourquoi. Le why. Pourquoi ils n'ont pas de discopathie. Notre corps, c'est quasiment que de l'eau. L'eau est incompressible. Il faut donc, pour pouvoir lever et lutter contre cette discopathie, vous l'avez compris, avoir de l'eau dans notre corps, être hydraté. Et je vous avais dit, au départ, je vous ai dit qu'au départ, nous sommes à 90%, et puis après, nous avons à 17 ans, 18 ans, à peu près 70%, et plus nous vieillissons, plus nous perdons cette eau. Ce qui fait que, si nous perdons cette eau, nous perdons cette incompressibilité, et petit à petit, avec la gravité, les vertèbres commencent à se rapprocher. Et puis, je vais même aller plus loin au niveau de ces discopathies. C'est qu'au bout d'un moment, si je continue à être déshydraté, que va-t-il se passer? Mon corps, après avoir pris dans ses noyaux, il va aller chercher l'eau, notamment dans l'anneau fibreux qu'il y a autour. Et là, je me retrouve avec l'eau qui est dans l'anneau fibreux qui commence à migrer pour aller alimenter mes organes vitaux. Et l'anneau, rappelez-vous, c'est quoi? C'est 20% de fibres et 80% d'eau. Si je retire ces 80% d'eau à ces 20% de fibres, que va-t-il rester? Il va rester tout simplement des fibres sans eau. Et des fibres sans eau, ça fait quoi? Ça fait comme le désert africain, un désert africain sans eau. Ça fait des terres toutes fissurées. Et on est exactement de même au niveau de notre espace discal. Notre anneau va commencer à créer des micro-fissures invisibles au scanner et qui cependant seront présentes. Et là, je fais le geste qu'il ne faut pas faire. Je me penche en avant pour ramasser une feuille de papier par terre qui fait 1 gramme. Sachez que, je vais vous donner 2 chiffres là. Sachez que, nous avons l'équivalent de notre poids, approximativement, en pression sur notre dernier disque lombaire, L5-S1. Je fais 80 kg, j'ai donc 80 kg de pression. Vous faites par exemple 50 kg, vous avez 50 kg de pression sur votre dernier disque. Dès lors qu'on se penche en avant pour toucher par terre, sans aucun poids, juste se pencher en avant, la pression sur notre disque va passer de 50 kg à 5 fois le poids, c'est-à-dire à 250 kg. Pour moi, dès que je me penche en avant, la pression sur mon disque peut monter jusqu'à 400 kg. 5 fois mon poids. Juste de me pencher en avant au travers donc des forces et des bras de levier musculaires. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que nous passons tous en tant qu'humains à peu près 95%, 95% de notre temps debout à être penché en avant, sans arrêt, pour faire la bise à quelqu'un, pour serrer la main, pour prendre quelque chose, pour ramasser, pour se raser, pour se maquiller, pour prendre une chaise, pour marcher. Dès lors que nous sommes en mouvement et que nous passons en appui sur une seule jambe, notre corps, biomécaniquement parlant, ne peut pas faire autrement que de se pencher en avant. Dès lors, nous sommes sans arrêt penchés en avant et sans arrêt, nous augmentons la pression sur ces disques. Si je penche en avant pour ramasser quelque chose par terre et que je penche mes 2 vertèbres, au lieu d'être parallèles comme ça, elles vont venir s'incliner. Et dès lors qu'elles vont s'incliner, la pression va augmenter. Et dès lors que la pression augmente, mon noyau qui est au milieu va être chassé vers l'arrière. Tant que mon anneau était bien fibreux, bien structuré, bien hydraté, il n'y avait aucun problème. Mais maintenant qu'il est tout fissuré et que mon noyau est tout mou, avec la pression, je vais pousser le noyau dans les fissures et mon noyau va s'invaginer et je peux rentrer dans un process de protrusion discale, voire de hernie discale. Il faut savoir que 90 à 95% des protrusions discales et des hernies discales ou des tassements discaux sont liés à une déshydratation. Pas au poids que l'on porte, pas au geste que l'on fait, mais à une déshydratation majeure. Alors maintenant, je vous pose la question, ça veut dire quoi s'hydrater? Et quand je pose la question en formation, en présentiel, la plupart des gens me disent ça veut dire boire 1,5 litre d'eau par jour. Et oui, c'est ce qu'on nous enseigne, qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Le problème, et on le sait au travers de tous les travaux qui ont été faits, notamment du travaux du professeur Marc-Henri et de tous les autres, Otto, professeur Pollack, Marc-Henri, etc., même Montagnier, on le sait, que cette eau que l'on boit, d'un point de vue cellulaire, elle ne peut être
d'abord, que très peu absorbée en fonction de comment elle est constituée, on va en reparler, mais surtout et plus que tout, presque 80% de cette eau sert à drainer, sert à éliminer les toxines, nettoyer le corps, drainer le corps. Presque 80%, ça veut dire que presque à peine 20% de cette eau sert à nous hydrater, va rester dans la structure, va rester dans les cellules, va rester 20%. 80% sert à drainer. Quand on prend l'exemple de ces Africains et de ces Asiatiques qui vivent dans les villages, ces gens n'ont pas de discopathie. Je vous l'ai dit et vous l'avez compris. Pourquoi ? Parce qu'ils sont hyper hydratés. Pourtant, dans les villages, en Afrique, en Asie, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de bouteille d'eau. Il y a juste un puits insalubre qui sert avec de l'eau, qui sert principalement à préparer à manger, laver la case, nettoyer le linge. Et pourtant, ces gens sont beaucoup plus hydratés que nous. Pourquoi ? Pour une simple et bonne raison, c'est que une grande partie, je vais dire entre 60 et 80% de notre hydratation vient non pas de l'eau que l'on boit, mais vient de l'eau que l'on mange au travers de notre alimentation, ce qu'on appelle les aliments hydratants, c'est-à-dire les fruits, les légumes et les aliments germés. Les aliments qui n'hydratent pas, c'est quoi ? Ce sont les protéines, la viande, les poissons, les volailles, les œufs, les produits laitiers. Et oui, les produits laitiers, qui pourtant, soi-disant, hydratent. Et non, on le sait bien, un yaourt équivaut à peu près à un verre d'eau. Or, un verre d'eau n'hydrate qu'à 20%. 80% de cette eau sert à drainer. Par contre, il y a quoi encore ? Il y a les céréales. Les céréales qui sont inertes, qui ne contiennent pas d'eau. La base de notre alimentation d'occidentaux. L'OMS nous dit que 60% de notre alimentation devrait être une alimentation riche en eau, c'est-à-dire en fruits, en légumes, en aliments germés. Or, nous sommes 95% de la population à être en deçà de ces 60%. Si on regarde les Asiatiques, les Africains, on se rend compte que les fruits et les légumes sont présents à tous les instants de tous les repas. Alors maintenant, je vous pose la question, pourquoi un yaourt qui contient de l'eau n'hydrate pas alors qu'un fruit va hydrater ? Que contient une orange que ne contient pas un yaourt ? Tout simplement les fibres. Ce qui permet à notre intestin de retenir cette eau dans les process de digestion, ce sont les fibres. Dès lors que l'on écarte les fibres, il n'y a plus aucun pouvoir hydratant. C'est-à-dire que si je prends mon orange et que je la mange, en grande partie je m'hydrate. Si je la presse et que je la bois, en grande partie je me draine. J'inverse le process. Tout ce qui va détruire. Le problème, c'est que dans notre Occident, dès lors que nous mangeons des fruits, nous mangeons des compotes, des fruits, des jus de fruits, à l'extracteur de jus. Et puis quand nous mangeons des légumes, nous les faisons cuire. Par exemple les soupes, je fais cuire. Et puis une fois que c'est cuit, je fais mijoter, puis je mixe. C'est-à-dire je détruis complètement les fibres. Alors c'est excellent, en goût c'est divin, c'est parfait. Les ratatouilles bien mijotées, bien caramélisées, c'est divin. Le problème, c'est que ça n'hydrate absolument plus du tout notre corps et nous nous retrouvons donc en déshydratation majeure avec des risques de tassement discal, de pincement discal, de discopathie. Si vous avez déjà mangé asiatique, vous le savez, les Asiatiques ont une particularité quand ils font revenir les légumes au wok, par exemple, les légumes sont toujours croquants. Il en est de même pour les Nord-Africains avec le couscous. Regardez un couscous, ça de graines, ça de viande, ça de légumes dans une soupière. Et les légumes sont croquants. Il est donc très important de reprendre conscience de ce qu'est une alimentation hydratante. Il est important d'observer la nature. La nature, elle a la connaissance, elle sait la nature, ce qui est bon pour nous. Et regardez la nature. Dès lors que les grandes chaleurs arrivent et que nous perdons notre eau, la nature nous offre quoi ? La nature nous offre et nous fournit des pastèques, des melons, des pêches, des tomates, des aliments, des fruits qui sont gorgés à 95% d'eau. Et dès que les grandes chaleurs s'arrêtent, au mois de septembre, la nature arrête la production. Notre souci en tant que mammifères humains, c'est que nous avons cessé d'écouter la nature, de l'observer, de la regarder, de l'écouter, on va dire, de prendre exemple sur la nature. Notre professeur, cette nature, nous ne la voyons plus. Et donc, nous oublions que nous devons nous hydrater et que ce sont
ces fruits, ces légumes qui nous amènent. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le milieu médico-social, le milieu notamment des EHPAD. Je prends cet exemple des EHPAD parce que c'est un exemple qui est tellement flagrant pour moi. On sait que les personnels soignants, les aides-soignantes, les infirmières et autres passent leur temps dans les maisons de retraite à donner à boire aux personnes âgées, justement quand il fait chaud, pour éviter la déshydratation. Et cependant, chaque fois qu'une personne âgée est hospitalisée, systématiquement, elle revient avec un diagnostic de déshydratation. Pourquoi ? Pour une simple et bonne raison, c'est que l'alimentation n'est pas adaptée. Tout simplement, les fruits et légumes. Ces personnes ne mangent que très peu de fruits et légumes, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que d'abord, ça contient des fibres, et donc ces fibres vont venir les déranger d'un point de vue intestinal. Donc du coup, on fait attention de ne pas trop stimuler des intestins qui sont un peu fragiles. Mais surtout et plus que tout, la plupart de ces personnes ont des troubles de la déglutition, et donc sont sur des textures qu'on appelle modifiées, c'est-à-dire cuites et mixées pour pouvoir être mieux ingérées. Le problème, c'est qu'en cuisant et en mixant, on vient détruire la fibre, et à partir de là, la capacité d'hydratation de la personne, et c'est la raison pour laquelle 95% des personnes âgées sont en déshydratation malgré toute l'eau qu'elles boivent, tous les yaourts qu'ils mangent, etc., etc., etc. Il est donc très important d'en prendre conscience. Pour revenir à cette orange, ça veut dire que si je prends mon orange et que je la bois, et que je la mange, vous l'avez compris, je vais m'hydrater. Par contre, si je la presse, si je la bois, si je la presse, si je la passe à la centrifugeuse, à l'extracteur de jus, la grande mode des extracteurs, je vais inverser le process et je vais drainer. Ça veut dire que si vous devez boire un verre de jus d'orange, conseil que je vous donne, faites-le à l'ancienne. Faites un smoothie, tout simplement, vous pressez l'orange et vous la buvez. Pourquoi ? Parce que dès lors que vous la passez en smoothie, c'est-à-dire au blender, au mixeur, vous allez garder, grâce au blender, au mixeur, vous allez garder toutes les fibres intactes et éventuellement pouvoir mélanger avec d'autres fruits pour faire un multifruit et donc désacidifier ou équilibrer l'équilibre acido-basique. Enfin, ça, c'est un autre domaine. Mais bon, faites un smoothie, au moins vous gardez de la fibre et vous gardez ce pouvoir hydratant. Vous comprenez que donc notre hydratation vient majoritairement de l'eau que l'on va manger et en partie de l'eau que l'on va boire. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas boire, ça veut juste dire qu'il ne faut pas penser que seule l'hydratation par l'eau que l'on boit va servir. Rappelez-vous que seulement 20% vient hydrater, 80% sert à drainer, à éliminer les toxines. Donc ça, c'était le premier point. Et puis après avoir pris, maintenant qu'on a vu ce que c'était que s'hydrater, réellement, on va continuer à voir ces impacts à la fois physiologiques et moléculaires, quantiques, on va dire, sur l'eau. D'abord, physiologique, vous l'avez compris, l'impact sur le disque. On ne peut pas, c'est impossible, quand on est déshydraté, vous l'avez compris, de ne pas faire de discopathie. C'est quasiment impossible. Il faut comprendre que les impacts sont sur d'autres niveaux aussi. Je prends un exemple sur l'aspect musculo-tendineux. Je suis déshydraté et je vais me mettre à mon bureau, donc je n'ai pas une alimentation adaptée et je ne respecte pas les directives de l'OMS, qui nous dit encore une fois que 60% de notre alimentation devrait être une alimentation riche en eau, en fibres. Et donc, quand je mange mes fruits, mes légumes, etc., je les fais à l'extracteur de jus, je les fais cuire, je les fais trop cuire, en soupe, enfin bref. Je pense bien manger, mais en fait, je me rends compte que je mange pas très hydratant. Je compense avec beaucoup d'eau, mais je prends conscience maintenant que ça va surtout me drainer. Et donc, je travaille à mon ordinateur et je répète un geste, avec ma souris, comme ça. Et en fin de journée, j'ai une tendinite ici. Et on va me dire, c'est parce que tu as répété le geste que tu as fait ta tendinite. Eh ben non. Si j'ai fait ma tendinite, c'est parce que j'ai répété mon geste sur un muscle et un tendon qui est déshydraté. Pourquoi ? Parce que dès lors que je vais être en déshydratation, pour préserver mes organes vitaux, mon corps va aller puiser aussi dans ce système musculo-tendineux. Et ces muscles et ces tendons vont commencer à perdre cette eau si précieuse, cet or bleu si précieux, et mon muscle et mon tendon va commencer à se déshydrater. Et là, quand je fais une sursollicitation et une répétition dans la sollicitation, l'inflammation vient beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Pourquoi ? Parce que c'est déshydraté. Je ferai le même geste sur un terrain bien hydraté, je n'aurai absolument aucun souci. Sauf que là, je refais le geste sur un terrain déshydraté. Donc après avoir pris dans mes espaces discaux, cela va prendre cette eau dans mes muscles et mes tendons. Et puis il y a un troisième axe où ça va prendre toute cette eau. C'est aussi au niveau de mon système
facial, membraneux, aponévrotique. Je vous en avais parlé au niveau de la capsule sur la posture et je vous avais dit de faire le lien entre le système membraneux, la posture et l'hydratation et vous comprendrez bien mieux vos mécanismes. Donc j'en reparlerai, mais là j'en parle déjà un petit peu, ce fameux système membraneux qui va venir se déshydrater. Et dès lors qu'il va venir se déshydrater, c'est le système membraneux, c'est ces fascias qu'on a fait là. Quand on ouvre un poulet, il y a une espèce de peau blanchâtre sous la peau, une espèce de membrane blanchâtre qui enveloppe le poulet. On est tapissé de ces mêmes membranes à différents niveaux, la peau, au niveau sous-cutané, etc., etc., et puis plus en profondeur. Tous nos organes, tout ça c'est tapissé de cette membrane. Et cette membrane, elle a une particularité, c'est d'abord c'est notre système d'adaptation, c'est la clé de voûte de tout notre système adaptatif, ce qui va nous permettre de pouvoir nous adapter à toutes ces contraintes émotionnelles, environnementales, posturales, physiques. C'est ce système membraneux justement qui a, deuxième particularité, une certaine mobilité, une certaine souplesse. Il n'est pas extensible, il n'est pas élastique, on ne peut pas l'étirer. Par contre, il a une certaine souplesse. Et c'est cette souplesse qui va permettre notre capacité d'adaptation. Dès lors que je vais être déshydraté et que je n'apporte pas suffisamment d'eau, que va faire mon corps pour préserver ses organes vitaux? Troisième chose, il va aller puiser dans ce système facial membraneux. Conjonctif, facial, membraneux. Et donc, dès lors, mon système membraneux va commencer à se rigidifier, à se densifier. Et se densifiant, ma capacité d'adaptation va commencer à être réduite. Et j'ai pu pouvoir m'adapter aux contraintes émotionnelles, posturales, physiques, environnementales. Et à partir de là, c'est les conséquences directes, c'est-à-dire je commence à partir en stress, voire en burn-out, voire je fais des TMS, des tendinites, des lumbagos, des torticolis, voire je déclenche des pathologies organiques, tout simplement parce que mon corps est dans l'incapacité de pouvoir mobiliser, il perd de sa mobilité. Or, il y a un principe pour nous autres ostéopathes qui est fondamental, c'est le mouvement qui crée la vascularisation, et c'est la vascularisation qui crée la fonction. Dès lors que ça bouge moins bien, ça vascularise et donc ça fonctionne moins bien, il commence à y avoir des pathologies fonctionnelles qui se mettent en place. Donc, on a tout intérêt à ce que ce système membraneux bouge le mieux possible. Et pour qu'il puisse bouger le mieux possible, un des premiers critères à respecter, c'est justement de garder cette hydratation intacte. Et donc cette hydratation, vous l'avez compris, au travers de notre, principalement, alimentation, et deuxièmement, au travers de notre hydratation par l'eau que l'on boit, c'est-à-dire boire en moyenne 1,5 litre d'eau par jour. Variable la quantité d'eau que l'on peut boire, sachant que sur quelqu'un d'1m70, c'est 1,5 litre, il y a des critères comme ça, sur quelqu'un qui fait 1m90, on sera plutôt sur 2 litres, 2,5 litres, parce que ça va dépendre bien sûr de la taille, de la corpulence. Quelqu'un qui mesure 2,05 m ne va pas boire la même quantité d'eau que quelqu'un qui fait 1,55 m, cela paraît logique. Donc c'est en moyenne, on va dire, 1,5 litre, 1,75 litre. Donc, vous l'avez compris, buvez pour en partie 20% vous hydratez, 80% drainez. C'est important, très important de drainer ces toxines pour pas qu'elles restent dans notre corps, parce que sinon elles vont se mettre dans les articulations, dans les muscles, et vous allez commencer à avoir des souffrances, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, des lumbagos, etc., etc. Et puis, surtout, hydratez-vous au travers de votre alimentation. Voilà pour la partie physiologique. Maintenant, j'aimerais basculer, on va dire, dans une autre dimension, qui est la dimension moléculaire, pour ne pas dire la dimension quantique. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'au travers des travaux du professeur Marc-Henri notamment, nous avons pris conscience que l'humain est composé à 99% d'eau moléculaire. Je vais même dire, pour être précis, 99,1% d'eau moléculaire. Nous ne sommes quasiment que des êtres hydriques. Là, vous me voyez encore une fois, mais quand vous voyez bouger mes petits doigts, mes lèvres, ma tête, mon sourire, mon nez qui bouge dans tous les sens et mes yeux qui s'ouvrent et qui se ferment, en fait, vous ne vous en rendez pas compte, mais ce n'est quasiment que de l'eau. Et pourquoi vous ne vous en rendez pas compte? Parce que cette eau moléculaire, il faut savoir que nous avons 100 000 milliards de cellules et chacune de nos cellules est composée de plusieurs milliards de molécules d'eau. C'est absolument, je vous laisse faire le calcul, c'est absolument colossal. Toute cette eau moléculaire a plusieurs particularités. La première particularité, c'est qu'elle est invisible. C'est la raison pour laquelle vous ne la voyez pas. Deuxième particularité, elle est interfaciale et surtout, elle a une triple liaison
hydrogénée. Ça veut dire quoi une triple liaison hydrogénée? 3 hydrogènes, 2 oxygènes. C'est H3O2. Ce n'est pas H2O. Et cette triple liaison hydrogénée va permettre justement une meilleure conductibilité, transmission de l'information. C'est ce qui permet de comprendre les travaux et qui ont été expliqués par le professeur Montagnier, par plein d'autres professeurs, qui permet de comprendre et qui a été validé par des équipes de chercheurs allemands en 2017 qui ont validé les travaux du docteur Masaru Emoto concernant cette mémoire de l'eau et cette transmission, cette conductibilité de l'information au niveau de l'eau. C'est ce qui vient aussi expliquer pourquoi l'homéopathie fonctionne au travers de cette mémoire de l'eau. Et donc, une information qui passe et qui va se transmettre grâce à cette triple liaison hydrogénée. Et ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que nous sommes composés majoritairement d'un point de vue purement, on va dire, physiologique, même dans ces champs moléculaires. Il faut savoir que nous sommes composés à plus de 99% d'eau. Ça veut dire que cette eau est très sensible aux fluctuations de mouvement. Et la posture, les modifications de posture, et ceci vient expliquer le pourquoi du comment des travaux de Amy Cuddy, cette psychologue américaine à Harvard qui a mis en évidence les modifications dont j'ai parlé dans une capsule précédente, des modifications de la posture sur nos schémas neuroélectriques et neuroémotionnels, vous allez comprendre pourquoi, ont été validés par ces travaux. Pourquoi? Parce que la modification de posture que nous pouvons avoir vont venir influer nos fascias, nos tensions de fascia. Et nos fascias, nos membranes, vont être à l'origine de flux liquidiens qui vont ensuite se transmettre dans le corps pour venir être à l'origine des flux électriques, ces fameux flux électriques qui vont se transmettre à notre système nerveux central et qui vont remonter au travers du système neurovégétatif, c'est-à-dire le système nerveux indépendant de notre volonté. C'est quoi ce système neurovégétatif? C'est tout simplement, je veux prendre mes lunettes, je tends le bras, je prends mes lunettes, c'est un acte volontaire, système nerveux volontaire. Par contre, j'ai tout un système nerveux derrière qui n'est pas gérable par ma volonté, à savoir le système nerveux indépendant, autonome, qu'on appelle système neurovégétatif. C'est-à-dire que ma chair de poule, je décide d'accélérer le rythme cardiaque, je ne décide pas. Il se fait tout seul ou il ne se fait pas. Le rythme cardiaque, le poil qui se hérisse, le transit intestinal, tout ça, c'est indépendant de ma volonté. C'est le système neurovégétatif, c'est-à-dire le double système parasympathique, orthosympathique. Parasympathique, c'est ce qui ralentit le rythme cardiaque, le transit intestinal. Et orthosympathique, c'est tout ce qui va accélérer. Juste pour rappel, le système parasympathique a deux origines, crânienne et sacrée. Le système orthosympathique, une origine dorsale. Et donc, mes flux liquidiens vont au travers de ce système neurovégétatif faire remonter des flux électriques qui vont être à l'origine de nos émotions. Et c'est très 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 important d'en prendre conscience parce que du coup ça ouvre un champ complètement différent sur notre hydratation. Vous allez comprendre pourquoi. Alors d'abord, je vais juste finir sur ces flux. Ces flux et cette remontée se fait notamment au travers d'un nerf qui s'appelle le nerf vague. Vous connaissez le malaise vagal. Et vous savez que quand on a un dysfonctionnement du nerf vague, c'est-à-dire quand on est en dystonie neurovégétative, notamment sur une hyper-parasympathicotonie, c'est-à-dire trop de para, qui vient ralentir, dès qu'on est sur un syndrome vagal, on va avoir des dysfonctionnements au niveau intestinaux, c'est-à-dire on va avoir mal au ventre, la diarrhée, etc., etc. On n'est pas bien. Ça se fait au travers de ce nerf qui est le nerf vague, d'où le nom malaise vagal. C'est un des principaux nerfs crâniens, le 10e nerf crânien, encore appelé pneumogastrique, qui descend du système de mes 12 nerfs crâniens et qui redescend pour venir innerver toute la partie mésentérique, c'est-à-dire sous-diaphragmatique ici, au niveau de l'intestin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce nerf vague, c'est une autoroute qui va dans les deux sens. Ce n'est pas à sens unique. C'est-à-dire que si on modifie, c'est la même chose qui fait que quand on a une émotion, par exemple un entretien d'embauche, je vais avoir mal au ventre, la boule au ventre. Pourquoi? Parce que c'est mon nerf vague aussi, c'est le système vagal qui va venir transmettre
l'information et le lien entre l'émotion et la physiologie de mon intestin. On sait que nos émotions modifient la physiologie de notre intestin. Ben, on sait de la même façon que si on modifie la physiologie de son intestin, on vient modifier ses émotions, d'où le nom pour notre intestin de second cerveau et du siège de nos émotions. Parce que la modification au travers de la physiologie de cet intestin, au travers de tout son système d'innervation, de 300 millions de nerfs au niveau de notre intestin, va venir, par ce système vagal, remonter pour modifier les émotions que l'on a. C'est exactement le même principe qui se fait avec les flux liquidiens. C'est-à-dire que dès lors qu'on modifie les flux liquidiens qui vont donner naissance à ces flux électriques vont remonter au travers de ce nerf vagal jusqu'au système nerveux central pour être à l'origine de nos émotions. Donc, on comprend l'importance de ces flux liquidiens. Et vous comprendrez forcément à ce moment-là si je vous dis, comme le dit le professeur Marc-Henri, que nous sommes l'eau que nous consommons. Je m'explique. Si nous consommons une eau de bonne qualité, nous aurons des émotions de bonne qualité. Par contre, si nous consommons de l'eau, soit que l'on boit, soit que l'on mange, de mauvaise qualité, cela vient impacter négativement nos schémas émotionnels et toute notre physiologie derrière. Donc, on comprend mieux pourquoi il faut être attentif à l'eau que vous buvez. Parce que même si ce n'est que 20% qui hydrate et que 80% sert à drainer, rappelez-vous la loi de Pareto, 20% peuvent impacter 80% de votre vie. Même si c'est 20% seulement, ces 20%-là, vous comprenez que si cette eau que vous buvez, elle est chargée en nitrites, si elle est chargée en pesticides, si elle est chargée en minéraux à ce sujet, je vous conseille de faire attention de ne pas boire des eaux trop minéralisées pour plusieurs raisons. D'abord parce que les minéraux viennent encrasser notre système, notamment notre système rénal. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas absorbables, ces minéraux. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas accompagnés par des acides aminés dans cette eau minéralisée. Et à partir de là, cette eau va venir encrasser votre système cellulaire et votre système rénal. Donc on a tout intérêt à privilégier des eaux non minérales, plutôt des eaux de source, avec un taux minéral le plus bas possible, voire déminéralisé. Et puis, les eaux ou les aliments qui sont chargés en pesticides. D'autre part, tiens, je vais juste dire aussi sur les eaux minérales. Les eaux minérales, on le sait, dans l'équilibre acido-basique, et c'est tous les travaux qui ont été mis en exergue par le CNRS sur l'impact de l'acidose cellulaire, l'impact délétère de l'acidose cellulaire sur la qualité de cette eau moléculaire et sur nos émotions derrière. Et donc, forcément, si vous buvez une eau minérale, les eaux minérales, ce sont des eaux acidifiantes, comme les eaux pétillantes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus boire d'eau acidifiante ou minérale, ça veut juste dire qu'il faut limiter les apports et la consommation pour privilégier, par exemple, des eaux de source qui sont des eaux alcalinisantes. Mais ça veut dire aussi que l'alimentation que vous mangez, l'alimentation que vous avez, les fruits et les légumes que vous mangez qui contiennent de l'eau pour vous hydrater, ces fruits et ces légumes doivent être avec le moins de pesticides, de produits phytosanitaires possible, de meilleure qualité possible. Pourquoi ? Parce que s'ils sont chargés, ça veut dire que toutes les alimentations et les approvisionnements en fruits et légumes qui ne sont pas sur des circuits courts, à savoir des circuits longs comme les fruits et les légumes, par exemple en France, qui viennent du Costa Rica, qui viennent du Maroc, qui viennent d'Israël, qui sont des circuits longs, il vaut mieux les éviter. Si vous devez manger des framboises ou des fraises, consommez local. On a des tas de producteurs chez nous. Par contre, évitez de consommer, par exemple, des fraises qui viennent du Maroc, par exemple. Pourquoi ? Non pas que je suis contre le Maroc, pas du tout. C'est juste que plus la filière est longue, plus le transit est long, plus les produits vont être chargés en produits phytosanitaires pour que tout simplement ils soient consommables le plus longtemps possible. Donc à partir de là, ça va venir impacter la qualité de cette eau derrière que vous allez absorber au travers de votre alimentation. Donc soyez attentifs à ça, parce que dites-vous que tout cela impacte. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout changer, forcément. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien manger. Et quand je fais des formations, les gens disent « Oh là là, je vais tout changer dans mon alimentation, je ne vais plus tout changer dans mon hydratation, je ne vais plus rien faire comme avant. » Et je leur dis « Non, pas du tout, ce n'est pas le but. »
Le but, c'est pas que vous changiez tout. Le but, c'est juste que vous fassiez les choses en conscience. C'est-à-dire que vous ayez conscience quand vous consommez, l'impact que ça a. Ça ne veut pas dire que vous allez changer, ça veut juste dire refaire. Nous vivons dans un monde où nous faisons les choses sans jamais être dans la conscience de ce que nous faisons. Et l'important, c'est de reprendre cette conscience-là de ce que nous faisons pour faire les choses en conscience. C'est-à-dire que je vais manger, mais je vais savoir l'impact que ça a sur mon corps. Je le fais en conscience. Je vais boire, je vais savoir l'impact. Et je sais quoi faire, du coup, derrière, si je veux changer des choses. Après, je le fais, je le fais pas. C'est mon libre choix, c'est ma décision, mais je la fais, je la prends en conscience. Mais au moins, je fais les choses en conscience. Et petit à petit, dès lors qu'on est dans la conscience des choses, on peut modifier petit à petit. Les choses se font naturellement à notre propre rythme, à nous, en fonction de ce que l'on peut faire, de nos capacités, de nos possibilités, sans se mettre aucune pression. Mais soyez dans cette conscience de l'impact de ce qu'est d'abord s'hydrater, et de l'impact physiologique sur les disques, sur les muscles, sur les tendons, sur les fascias, sur les champs liquidiens, sur les flux liquidiens, sur les schémas neuroélectriques et sur les émotions derrière qui vont nous habiter. Nous n'avons pas ce lien, et nous ne connaissons pas ce lien pour la plupart, entre cette eau qui est en nous et nos émotions. Et nous n'arrivons pas à faire le lien. Vous avez tout dans le support, tout est repris dans le support PDF. Vous avez tout pour pouvoir faire le lien et tout est bien réexpliqué. Je vous invite à prendre ce PDF, à l'imprimer, à le regarder. Autre chose que je voulais dire sur cette qualité de cette hydratation, notamment au niveau moléculaire, c'est que l'on sait, cette eau, au travers des travaux du professeur Pollack, cette eau se recharge. Elle se recharge par, d'un point de vue, au travers de ce qu'on appelle les bains photoniques, qui vont recharger les électrons et qui vont dynamiser cette eau. C'est la raison pour laquelle il est excellentissime de prendre le soleil, de prendre des bains de soleil, de se mettre à la lumière, etc. Nous savons que nous sommes des récepteurs d'énergie, des accumulateurs d'énergie, des batteries, on va dire, vivantes, au travers de cette énergie que nous absorbons, ces champs photoniques que nous absorbons. Mais nous les absorbons aussi au travers du soleil, mais au travers de l'aspect vibratoire des autres. Vous savez que nous sommes composés d'eau, et l'eau, elle est vibratoire. Si je donne une tape sur une flaque d'eau, ça part. Et puis s'il y a un mur, ça rebondit sur le mur et ça revient. Mais s'il n'y a pas de mur, ça continue là. L'onde vibratoire se propage sur une distance énorme. C'est-à-dire que l'eau transmet ces champs vibratoires. Nous sommes des réceptionnaires de champs vibratoires. Les autres passent leur temps à émettre. Nous passons notre temps à émettre des vibrations et à recevoir les vibrations. Si nous sommes des piles qui accumulons et qui réceptionnons l'énergie des photons et l'énergie photonique des autres au travers de leur aspect vibratoire, il en est de même, nous sommes tout autant des émetteurs. Ceci explique, je prends un exemple très basique que tout le monde connaît, un terrain vague, un chien errant, agressif, deux personnes qui traversent, composées d'eau à 99,1% d'eau, une personne qui n'a absolument pas peur du chien, et une personne qui est morte de peur à l'idée de se faire mordre par le chien, et qui a peur du chien, qui vont donc émettre des niveaux vibratoires différents. Le chien, quant à lui, est composé aussi à 99,1% d'eau. Le chien va ressentir les aspects vibratoires, vers qui va se retourner le chien pour devenir agressif, vers la personne qui émet des vibrations négatives à son encontre. Pourquoi ? Parce que le chien va le ressentir. Et comment le chien le ressent ? Le chien le ressent tout simplement au travers de ces champs liquidiens, hydriques. Rappelez-vous, nous sommes des êtres hydriques, depuis notre vie intra-utérine jusqu'à maintenant. Donc cette eau est omniprésente autour de nous et en nous, et va déterminer tous nos émotions, nos réceptions. Nous passons notre temps à émettre et à recevoir. Ceci explique pourquoi quand vous arrivez dans une soirée pour vous amuser, s'il y a une personne très négative dans la soirée, elle va vous plomber la soirée d'un point de vue vibratoire et vous allez le ressentir immédiatement. Ceci explique pourquoi aussi on dit toujours entourez-vous de gens positifs pour pouvoir grandir. Si vous vous entourez de gens négatifs, ils vous tireront vers le bas d'un point de vue vibratoire, ils vous videront de cette énergie vibratoire au travers de vos champs liquidiens. Donc vous avez compris que cette eau, elle se charge, elle se décharge très rapidement. Nous sommes des émetteurs et des récepteurs à la fois
de photonique vibratoire. Maintenant, il faut savoir que cette eau, on peut la dynamiser, cette eau qui est à l'intérieur de nous. Ou on peut la maltraiter, plutôt, encore plus facilement. Comment la maltraiter? Comment la dynamiser? La dynamiser au travers de toutes les techniques, par exemple, qui vont mobiliser les fascias. Je prends un exemple. Toutes les gymnastiques douces, le yoga, le mézières, le pilate, le stretching postural. Toutes ces techniques qui vont venir dynamiser, ouvrir, comme l'expliquait si bien Amy Cuddy, ouvrir les postures, modifier les flux liquidiens, et donc à partir de là, notamment en yoga, dynamiser ces champs, on va dire, fluidiques, qui vont être à l'origine de ces champs électriques. Autre façon pour pouvoir dynamiser cette eau et cette hydratation, au travers de techniques de soins, telles que toutes les techniques qui vont aller stimuler les fascias. Je pense par exemple à la fasciathérapie, je pense par exemple à la microkinésie, je pense par exemple à l'ostéopathie somato-émotionnelle, tissulaire, etc., etc. Toutes ces techniques, l'acupressure, qui vont venir dynamiser ces flux liquidiens. Tout ça, ce sont des techniques pour dynamiser. L'alimentation va venir dynamiser en fonction de comment vous mangez. Si vous mangez plutôt alcalinisant ou acidifiant, à ce sujet, le CNRS a été clair, le CNRS le dit. Le premier moyen d'impacter négativement ces flux liquidiens, c'est au travers de l'acidose. Pourquoi? Tout simplement parce que l'acidose va venir déstructurer la structure de l'eau et donc modifier ces flux électriques derrière. Donc on a tout intérêt à prendre conscience de ça. Et puis, on doit prendre aussi conscience de ce qui va venir impacter négativement aussi. À savoir les champs électromagnétiques, l'impulsion des champs électromagnétiques, à savoir les températures. Je prends un exemple, classique. Beaucoup de gens, par exemple, et j'en ai parlé souvent quand je parle du sommeil et de la gestion du sommeil, pendant le sommeil, quand on va dormir, on le sait, notre température doit descendre à minima d'1 degré pour pouvoir rentrer dans ces phases de sommeil lent, profond, récupérateur. Les gens qui prennent un bain chaud avant d'aller se coucher, le bain chaud va faire quoi? Va faire monter la température corporelle. C'est le fameux bain chaud pour se détendre. Sauf qu'on a l'action absolument inverse et on va faire monter la température corporelle, donc la température de l'eau. Dès lors qu'on modifie la température de l'eau, on va impacter de façon positive ou négative la qualité de cette eau et l'impact de cette eau au niveau de nos flux, on va dire liquidiens, neuroélectriques derrière. Et donc forcément notre sommeil derrière. Donc on a plein d'outils pour pouvoir travailler, jouer avec cette eau. On doit déjà en être conscient et puis on peut jouer et apprendre à jouer avec cette eau. Déjà, ce qui est important, c'est d'en avoir conscience. C'est quoi l'hydratation? Comment on s'hydrate? L'impact d'une carence d'une bonne hydratation, l'impact à la fois physiologique, l'impact à la fois moléculaire, et comment ça fonctionne cette hydratation d'un point de vue moléculaire, et comment, au travers de notre alimentation, au travers de notre environnement, au travers de tout ce qu'on vit au quotidien, on peut modifier cette hydratation. Mais rappelez-vous, modifiez seulement 20% et vous impacterez 80% de votre vie. Voilà. J'espère que cette capsule vous aura permis de comprendre un petit peu mieux les mécanismes de l'hydratation. À très vite. Au revoir.